Bonsoir tout le monde et merci Salim pour cette très belle initiative. Plus que l'initiative, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'innovant. J'avais suivi les quelques conférenciers de la journée et c'était un régal. Alors, je te félicite d'abord pour le choix des conférenciers parce que j'avais fini par comprendre que tu avais été bien conseillé et plus qu'une bonne moitié des conférenciers, je te les aurais sans problème conseillés. Alors, bravo. C'est un marathon puisque on n'a pas arrêté de courir toute la journée et on essaie de chercher la dernière ligne droite. Alors, sans tarder, je vais essayer de commencer par vous faire partager notre petite expérience depuis un petit mois en réanimation. Voilà. Alors, tout le monde l'a compris, la physiopathologie du Covid-19 reste incomplètement élucidée et cette pathologie n'arrête pas de nous opposer des défis diagnostiques et thérapeutiques. Jusqu'à ce jour, 866 cas ont été confirmés, il y a 130 hospitalisés, probablement une bonne petite vingtaine en réanimation et 37 décès. Alors, sur cette plaque, vous avez un flowchart des patients qu'on a reçus depuis un petit mois. Donc, sur un collectif de 30 patients qui avaient été adressés en réanimation avec le statut de Covid suspect. Alors, la PCR a pu identifier 7 cas, un huitième hier. Et là, je vais vous faire part de notre expérience concernant les 7 cas. Les 23 autres cas ont été traités et pris en charge parallèlement. Vous voyez qu'il y a quand même 5 ARDS pour lesquels on a eu des problèmes de diagnostic. Ils sont restés pratiquement sans diagnostic microbiologique, puisque même le H1N1, on ne le fait pas, les multiplex, ça ne se fait pas. Il y a des exacerbations de PCO, il n'y en a pas beaucoup. Des acidocétoses diabétiques, 2 méningoencéphalites, mais très, très, très particulières, à penser que c'est du Covid, mais malheureusement, on n'a pas réussi à l'identifier ni dans la bronche, ni dans le poumon profond, ni dans le LCR. 2 cas d'asthme, 1 cas de syndrome coronarien, 1 cas d'hyperventilation psychogène, tout bêtement, 1 cas de syndrome d'apnée de sommeil, un cas de décompensation de SOH et 1 cas de choc. Alors, concernant les positifs, donc les 7 cas positifs, il y en avait la moitié, 4, qui étaient immédiatement graves et qui avaient été intubés dès la première heure pour la majorité. Et puis, il y en a 3 autres qui restaient très sévères, mais qu'on a pu repêcher, au moins pour un d'entre eux, rien que par des moyens non invasifs. Et ici, c'est le high flow. Alors voilà, sur cette plaque, les caractéristiques des patients qu'on a eu à gérer. Il y a un peu tous les âges. Il y a du 70 ans, il y a du 60 ans, il y a de la cinquantaine. Il y a 2 patients d'âge relativement jeune, 42 ans et 27 ans. Ils dominent le diabète, l'obésité, mais 2 n'avaient aucun antécédent. Il y en avait un qui avait un lupus et une insuffisance rénale chronique en dialyse péritonéale. Alors, on a récupéré pratiquement tous les patients depuis le service des maladies infectieuses, après en moyenne 3 petites journées d'évolution en maladies infectieuses. Il y en a un qui était venu directement dans le service par le SAMU. Le délai entre les symptômes et l'admission en réanimation en une petite semaine, on va dire, ça peut aller jusqu'à 2 semaines avant d'atterrir en réanimation. Tous ceux qui avaient atterri dans le service étaient venus avec un masque à haute concentration, mais vous allez voir que les 4 premiers qui ont fini par être intubés, ils l'ont été dès le premier jour pratiquement. Alors, quand on regarde quels symptômes ils présentaient à l'admission, ils avaient tous de la fièvre, ils avaient tous rapporté un syndrome grippal et bien sûr des signes d'infection du système respiratoire
supérieure. La lymphopénie, on l'avait retrouvée chez la majorité. Alors, tous étaient très polypnéiques, hein, avec des fois des polypnées qui peuvent aller jusqu'à 40 cycles, et désaturants, même sous masque à haute concentration, jusqu'à 10 litres minute, puisque vous regardez là qu'on va entre 90 et 80 de saturation pour ceux qui ont fini par être ventilés, peut-être un peu mieux pour les autres. Il n'y avait pas d'autres signes de sévérité en dehors des signes respiratoires, notamment pas de choc ni de coma. Alors, quand on regarde le rapport PF, alors ils sont tous très, très mauvais, très désaturants, puisqu'ils se baladent autour de 100 de rapport PF, donc ça fait vraiment des SDRA sévères. Mais alors, curieusement, c'est des malades qui tolèrent bien leur hypoxémie. Certains l'avaient appelé des hypoxémiques heureux. Alors, ils arrivaient dans leur chaise roulante avec un masque à haute concentration, mais on les intube dans l'heure. Et ils avaient des radios qui étaient très atteintes, avec au moins 2 cadrans sur 4 qui étaient atteints. Et par contre, rien d'autre, même pas beaucoup de tachycardie. Vous voyez ici peut-être un seul qui était assez tachycarde, mais les autres toléraient à peu près bien cette hypoxémie assez sévère et ces images très importantes. Et ça rend compte probablement du caractère très progressif de l'installation de cette pneumonie. Et c'est pour cela que c'est bien toléré et c'est pour cela qu'il y a des retards probablement de consultation et des formes assez graves. Voilà comment ça se présente sur la radio. Une radio presque typique, des images bilatérales, assez diffuses, très, très périphériques, contrastant avec l'œdème pulmonaire hémodynamique, qui lui est peut-être un peu plus central. Mais ça n'empêche que chez certains patients, il y a des images qui peuvent ressembler à s'y méprendre à un œdème pulmonaire hémodynamique. Donc, on a de toutes les formes. Sur le scanner, voilà un scanner typique, celui de gauche, avec le fameux verre dépoli, très périphérique, presque systématisé quand ça commence. Il y a des segments de l'eau qui sont atteints, puis ça commence à confluer, à fusionner. Sur les coupes d'en bas, on a vu même des condensations basales. Alors, ça peut évoluer comme sur cette plaque vers des condensations alvéolaires assez importantes. Ça, c'est la plaque du patient qui avait été déchargé hier, guéri. Alors, les 4 premiers avaient fini par être intubés, pratiquement tous à J0, sauf un, à J4. Les autres ont pu être gérés par un high flow. Et donc, tous ceux qui avaient été ventilés avaient nécessité des curares parce qu'ils sont très difficiles à ventiler. Et on a essayé chez tous le décubitus ventral et je peux vous dire même chez les malades qui ne sont pas intubés. Alors ici, vous avez à droite un malade intubé qui a été mis en décubitus ventral et là, vous avez 2 malades qui étaient sous high flow et qui avaient été mis en décubitus ventral après avoir essayer de raisonner ces patients-là, parce que ce n'est pas évident de prendre un patient très anxieux et de le mettre en décubitus ventral. Mais je peux vous dire que ce n'est pas aussi fameux que ce qu'on observe quand on met des patients en décubitus ventral et qui sont ventilés. Quand ils sont en spontané, on n'a pas l'impression que ça répond beaucoup. Alors, ce qui est intéressant chez ces malades, c'est les propriétés viscoélastiques du poumon auxquelles on a fait face. Alors, ça varie d'un patient à l'autre et ça varie d'une journée à l'autre. Il y a des moments où, notamment au début, on a vu ces patients se comporter presque comme un SDRA avec des pressions assez élevées, notamment les pressions de plateau et de driving pressure. On essaie de mettre un petit peu dans les ranges. Mais il y a des moments où on les trouvait vraiment assez compliants, et surtout après un DV. Et c'est des malades qui se comportent pratiquement comme un poumon normal, assez compliant, et qui peut admettre plus que les 6 millilitres kilo qui sont recommandés par la ventilation protective.
Voilà. Alors, concernant les traitements, on a mis le même traitement pour lequel on s'était mis d'accord dans le comité Covid de notre hôpital. Donc, tout le monde a eu de l'hydroxychloroquine au début. On a associé l'oseltamivir, on a associé le lopinavir. Pour certains, on a rajouté l'azithromycine, mais ça, c'était la semaine d'après. Au début, tout le monde a reçu du Cefotax Ofloset, mais qui a fini par être arrêté dès qu'on est la positive. Le premier malade qu'on a perdu dans une ambiance qui ressemble beaucoup à un accident thromboembolique nous a encouragé à mettre, avant même qu'on lise les recommandations, à mettre les 6 derniers sous anticoagulation efficace systématiquement dès l'admission. Et je peux vous dire que 2 des patients qui sont morts dans les mêmes circonstances, on a été presque obligé de les thromboliser sans même avoir une preuve, si ce n'est l'écho et la clinique et la brutalité des choses, parce que c'est des malades qui se sont améliorés jusqu'à 30% du FiO2 et puis ils ont décidé très, très brutalement de désaturer jusqu'à 50 et c'est des poumons qui ne répondaient à rien du tout, même pas à les manœuvres de recrutement et donc on a été contraint de les thromboliser. Ça a donné une réponse très partielle et très éphémère pendant quelques heures, puis après ils sont repartis dans la même désaturation. Voilà l'évolution de ces malades. Une durée de séjour qui va entre une dizaine de jours et 2 semaines quand même. C'est des malades qui ont tenu, hein, mais pour les 4 qui étaient intubés, ils sont morts et à chaque fois c'est le même scénario. Après une amélioration assez significative, ils vont partir presque brutalement dans un tableau d'hypoxémie réfractaire et de choc. On avait pensé à l'embolie, comme je vous l'avais dit, pour 2. Un autre, ça ressemblait plus à un choc, peut-être septique, mais on est certain de rien. On n'a rien isolé autour. Voilà. Le troisième, kiff-kiff, donc c'était un peu dans le même paysage. Pour les 3 qui ne sont pas ventilés, ils ont tous reçu du high flow. Un a été libéré hier, donc après 14 jours d'évolution, mais ce patient, on l'a pratiquement intubé 2 ou 3 fois dans la tête parce qu'il était très très limite. Il cumulait à la fois la high flow et le mask out concentration pour avoir à peine 88-90 de saturation et il était très gêné parce que sous dialyse péritoniale, chaque fois qu'on mettait la poche dans le ventre, on altérait, vous le comprenez bien, la compliance pariétale abdominale et ça n'arrange pas beaucoup sa façon de ventiler. Donc, c'était très houleux pour ce patient, mais on est content pour lui. Sinon, les 2 autres évoluent difficilement. On en a une qui est les 2 que vous avez vus sur le ventre. Il y en a une qui se stabilise, on va dire, avec des rapports qui est PF qui est autour de 100, 110, mais qui arrive à avoir une saturation stable. Le deuxième, il est à risque de finir intubé parce qu'il est moins stable. Alors, les leçons, pour aller vite, qu'on peut tirer de cette petite cohorte de patients, de cette patient, c'est que d'abord, cette étonnante tolérance de la dyspnée. Et c'est ça qui fait que les malades arrivent très tard. Alors, c'est ce qu'on a appelé le hypoxemic patient. Et c'est probablement dû au fait que l'hypoxémie est d'installation très progressive. Alors, ça fait des incongruences entre la clinique et la radio aussi. Et ça conduit probablement à des retards, voire même des mauvais diagnostics. Alors, c'est peut-être aussi la conséquence du fait qu'on n'arrête pas de pestiférer dans la communauté pathologique. Les gens ont peur d'être taxés par le Covid et donc ils vont consulter le plus tard possible et remettre au lendemain.
Et donc, on a des présentations très sévères et c'est des malades intubés immédiatement. Ils arrivent dans leur fauteuil parce qu'ils avaient toléré cette hypoxémie, mais ils sont intubés dans l'heure. Deuxième chose qu'on a vu dans nos malades, les 4 malades intubés, c'est la polyurie. Mais je vous raconte pas, c'est une polyurie, c'est quelque chose comme 5 à 7 litres par jour. Alors, on avait envie de dire que c'est une polyurie qui est due à une atteinte centrale, mais assez fréquemment, on avait quand même une perte de sel assez importante à vouloir penser qu'il y a peut-être une atteinte interstitielle associée. Alors, chez 1 ou 2 patients, ça avait frôlé l'insuffisance rénale fonctionnelle, voire même la nécrose tubulaire pour 1. Voilà, donc ça, c'est quelque chose auquel je veux attirer l'attention. Je n'avais pas vu beaucoup dans la littérature, mais c'est quand même assez singulier puisque c'est les 4 patients qui ont fait la même chose. Alors, il y a aussi des variations de pression artérielle très, très importantes. Alors, les patients peuvent être à 27 de pression systolique et puis être à 8 au bout d'une demi-heure et rester dedans pendant une bonne demi-heure. Et on les avait gérés par des posturations, par du remplissage tantôt, par une escalade de la dose de noradré. Et c'est très, très embêtant parce que vous augmentez la noradré, ça répond difficilement. Vous êtes à 10 de tension après le 7, puis après, vous avez le 25 de tension comme d'hab. Alors, c'était pratiquement tous. Couplé à la polyurie, on avait envie de discuter l'hypothèse d'un diabète insipide pour la polyurie et que ça s'inscrit dans une atteinte nerveuse. Voilà, l'enchaînement, c'est que probablement il y a une atteinte nerveuse. Elle est attestée par la polyurie, elle est attestée par les variations de pression artérielle, attestée aussi par l'hyperthermie. Alors, on a souvent des variations de température très importantes en sinusoïde, en quelques 3 ou 4 phases par jour. Et puis, sans vous dire, le délirium qu'on avait vu chez les patients non intubés ou avant qu'ils ne soient intubés, mais surtout chez les 2 patients qu'on a réussi à amener vers un sevrage avant qu'ils ne meurent. Et ils se réveillaient avec un délirium hyperactif et ça gênait énormément la qualité du sevrage. Maintenant, la deuxième leçon, c'est le management de la ventilation. Ici, un bel article, un éditorial par Luciano Gattinoni, un des géants de la ventilation mécanique et du SDRA en Italie, et qui fait une revue assez élégante, puisqu'il arrive à distinguer 2 phénotypes de cette atteinte pulmonaire. Un phénotype dit L, c'est un peu la patiente que je vous ai montré, enfin la plaque de scan que je vous ai montré au début avec juste le verre dépoli, et un phénotype plutôt H, assez évolué, où il y a des condensations, voire même hépatisation des 2 zones postérieures. Alors, quelle est la différence entre le L et le H? Le L, c'est tout ce qui est faible, tout ce qui est low, donc c'est une faible élastance, donc c'est des poumons assez compliants, c'est un faible rapport VAQ, c'est un faible poids pulmonaire et c'est une faible recrutabilité, donc c'est des poumons qui se comportent pratiquement comme des poumons normaux et ce n'est pas parce que vous allez les ventiler différemment que vous allez gagner sur les échanges gazeux et c'est pour ça qu'on avait commencé à penser que la pathologie, outre l'atteinte pulmonaire, est probablement plutôt celle d'une vascularite plus qu'une atteinte pulmonaire. L'autre phénotype, c'est quand ça va s'aggraver un peu plus et alors tout est élevé, tout est H, c'est une élastance très élevée, H parce que c'est des chaînes droite-gauche qui sont très élevées, H parce qu'il y a du poids et qu'il faille recruter, et H parce que c'est une recrutabilité très importante et c'est ces patients-là qui vont profiter probablement du décubitus ventral et de la ventilation protective à haut niveau de pression de PEP. La deuxième chose, la troisième leçon, c'est cette fameuse évolution biphasique dont je vous parlais tout à l'heure, de l'hypoxémie, des malades qui, après avoir grave, finissent par se stabiliser jusqu'à s'améliorer, jusqu'à aller sur un sevrage ventilatoire, puis après, on a quelque chose qui opère et on ne comprend pas d'où ça vient. Alors, les hypothèses qu'on avait énoncées, nous, c'était peut-être la tempête cytokinique, peut-être les événements thromboemboliques, peut-être un effet vascularite, peut-être un effet hémoglobine, peut-être un foramen ovale qui s'ouvre
de façon intermittente, comme ça, pour venir nous embêter dans les échanges gazeux, ou peut-être un effet PVO de base, notamment chez ces malades qui sont très polyuriques et qui s'exposent très facilement à l'hypovolémie malgré le remplissage, et peut-être qui profitent négativement de l'augmentation des pressions dans le thorax pour générer cet effet PVO de base. Alors, on en a parlé, voilà, cette évolution en deux phases. Peut-être que la première est due au fait que le virus est en train d'envahir l'organisme, puis une deuxième qui est probablement la conséquence de cette réponse inflammatoire très démesurée de l'hôte et qui va venir peut-être avec un certain décalage. Et croyez-moi, il faut l'avoir essayé pour l'imaginer. Parce que quand vous voyez un patient pendant une semaine qui s'améliore et qui fait quelques épreuves de sevrage en 3 jours d'affilée et puis après il part à vue d'œil comme ça, c'est vraiment très, très inquiétant et on est complètement impuissant devant ce genre de malade. Alors le traitement pharmacologique, rien à dire. Tout le monde sait qu'on a pratiquement tout utilisé. Je ne vais pas étaler les recommandations, mais ici, par exemple, ce que les Italiens avaient utilisé, pratiquement comme nous, de l'hydroxychloroquine, du lopinavir, peut-être du remdesivir pour ceux qui avaient eu la chance de pouvoir l'essayer en compassionate use. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. L'azithromycine peut-être, mais ça, on sait d'où ça vient, la fameuse étude qui est très, très critiquable de l'équipe de Marseille. Les événements thromboemboliques, ça aussi on en a parlé et ça devient de plus en plus vrai. On a discuté ce matin avec les gens de radio, ils en trouvent assez. Et moi, j'avais pensé pendant un certain temps que ça pourrait être de la thrombose in situ. Donc, vu l'hypercoagulabilité qui est probablement quelque chose d'assez patent chez ces malades, mais les radiologues nous disent qu'on tombe des fois sur des véritables embolies proximales à laisser penser que l'embole avait migré d'ailleurs, comme des membres inférieurs par exemple. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on s'est mis sur les derniers patients à aller chercher les dédimers, le furinogène, pour essayer de détecter un petit peu cette hypercoagulabilité. Alors, la leçon, c'est qu'il faut l'évoquer à chaque fois qu'il y a une aggravation et faire un angioscan si vous pouvez le faire, parce que nous, pour les 4 malades, on n'a pas pu faire, parce que même avec un respirateur haut de gamme de transport, on n'a pas réussi à sortir ces malades de la réanimation sans qu'ils ne désaturent, des fois dans l'ascenseur, des fois juste avant de les poser sur le scanner et on rebrousse le chemin sans pouvoir le faire. Des malades très graves. Et on était content de voir une petite semaine après nous apparaître des recommandations quant à l'usage des héparines de bas poids moléculaire, notamment à dose curative chez ces malades en préventif pour éviter de se trouver dans des situations très désagréables d'hypoxémie réfractaire. Alors, pour arriver sur l'histoire de l'hémoglobinopathie, ça a l'air assez séduisant comme hypothèse, effectivement. Comme chez la moitié des patients, on ne trouve pas l'embolie pulmonaire et donc on est tenté de penser qu'il y a ou une atteinte vasculaire ou probablement un problème de transport qui serait la conséquence d'une mauvaise liaison de l'oxygène sur l'hème, sur l'hémoglobine. L'histoire de la porphyrine aussi. Alors, je vais écrêter votre enthousiasme à tous puisqu'il y a un édito qui vient de sortir et qui a battu en brèche un peu cette hypothèse puisqu'ils disent que les méthodes qui avaient été utilisées pour lancer cette hypothèse n'ont rien de probant puisqu'ils ont utilisé des méthodes computationnelles. Alors, c'est des choses assez savantes, c'est des calculs bioinformatiques, juste pour démontrer qu'il y a peut-être des similitudes entre les protéines virales qui vont avoir des domaines moléculaires fonctionnels qui peuvent se lier avec l'hème, mais aucune évidence expérimentale. Donc, c'est vraiment juste des suppositions. Mais alors, pire encore,
les auteurs de l'édito, parlent d'une erreur catastrophique dans le choix du modèle sur lequel ils ont basé cette hypothèse, puisque le modèle, il y a le choix entre un modèle à haute énergie et un modèle à basse énergie. Ils avaient choisi la haute énergie, alors que, selon ces auteurs, il faut choisir la basse énergie pour confirmer un peu cette hypothèse. Alors, ils disent que c'est probablement complètement insensé, comme c'est pour ça que j'ai mis en jaune et c'est pour ça que j'ai mis avec des points d'interrogation. Donc, ça paraît intéressant, franchement. Apparemment, ça ne tient pas toujours la route. Voilà, je conclus pour ne pas faire long. Au-delà de la pneumopathie, on a tous compris que le Covid serait plus une vascularite, peut-être pulmonaire, peut-être même au-delà, puisqu'on a vu de la vascularite un peu partout, même cutanée. La majorité des décès survenant suite à des complications thromboemboliques prônent l'anticoagulation curative qu'on a démarré d'emblée chez nos malades, et maintenant toute la scène internationale se joint pour dire que c'est peut-être recommandé. Alors, la ventilation, je ne vais pas vous dire faites de la ventilation protective, mais adaptez votre ventilation aux propriétés viscoélastiques spécifiques à chaque patient. Il y en a